we can underline a few successes too that are outside of the BAE, but still that can give us hope and, you know, keep us fighting. Like, for example, the Luamba case, where the Court of Appeal, you know, invalidated 636 of the Highway Safety Code, so police can no longer stop drivers without any motive, which was clear, you know, police power for police profiling, for racial profiling. It's going to the Supreme Court, but let's hope this is gonna end the same for collective action by the Ligue des Noirs, specifically about street checks in Montreal also. That's been appealed, but there's a few cases there that there's potential for change too, maybe, just to mention it. So, je suggère qu'on prenne deux questions, deux interventions, puis qu'ensuite on réagisse. Alors peut-être commencer par ce côté-ci. Bonsoir tout le monde, je vais essayer de synthétiser tout ce que j'avais envie de dire que j'ai noté. Je m'appelle Rime, citoyenne, je travaille comme psychologue, je suis aussi migrante, donc je me sens inquiète pour les jeunes, algériennes, entre autres. Je me sens triste et en colère devant ces phénomènes, dans ce que je suis émotive. Je me demande est-ce que c'est juste un lobby ou comme une confrérie secrète, une espèce de secte de mafia, parce que je me sens pessimiste en fait. Voilà, donc à un moment donné, j'ai un frère dans la vingtaine, j'aurais voulu qu'il émigre ici. Quand il a changé d'avis, maintenant je n'insisterai pas parce que je me dis, mon Dieu, quelle culpabilité s'il vient ici, qui se fait tuer. C'est ça, donc moi je travaille, donc comme je disais, oui, je suis psychologue, puis ça m'inquiète parce que durant ma carrière, j'ai l'occasion d'entendre que ce soit des policiers ou pas des policiers, des personnes qui commettent des agressions, des actes criminels, le savent. Il y a donc l'impunité qui est problématique. Ils ne sont pas tous là, je peux vous annoncer. Voilà, c'est important. Et donc, je voulais dire aussi que l'IVAC, donc, qui offre de l'aide aux victimes d'actes criminels et à leurs proches, son fonctionnement s'est assoupli dans les dernières années. Et si jamais vous avez essayé de demander de l'aide à l'IVAC et que c'est mieux que vous n'avez pas trouvé de psy, je pense que ça risquerait de mieux fonctionner. C'est vraiment plus facile à encourager les psychologues d'entendre plus des dossiers. Et j'espère qu'il y a eu cet été en fait une accusation qui a été faite pour l'agression sexuelle d'un autochtone, parce que ça donne de l'espoir, mais là j'entends qu'il n'y a pas eu d'accusation. Il me semble que l'été il y a eu un cas d'accusation. Oui, quand on parlait de l'absence d'accusation, on parlait uniquement des dossiers d'enquête indépendante. Donc, en matière de crimes sexuels qui ont été enquêtés par le BRI, oui, il y a eu des cas, il y a eu un cas là, qui a été médiatisé, puisque le policier a gagné 7 ans de prison et a fait plusieurs victimes. C'est un dossier qui avait été enquêté par le BRI, mais ce n'est pas une enquête indépendante. Oui. Et voilà, je m'inquiète pour la société parce que ça va augmenter la criminalité, tout ça. Les policiers, eux, ils peuvent être traumatisés, en fait, d'être pas punis et de tuer les gens, parce que aussi, ça fait des traumatismes, mais aussi parce qu'il y a des gens qui n'osent plus, en fait, appeler la police. Voilà, est-ce que je vais oser porter plainte contre un noir, peut-être qu'ils vont le tuer, être injuste, je veux dire, moi en tant que citoyenne, ça m'arrive des fois d'appeler la police, et je me souviens une fois qu'il y avait des ados qui se battaient, qui se bagarraient, et que je me suis inquiétée pour eux. J'ai appelé le 911, puis quand on entend l'histoire comme celle de Nourane récemment, en fait je me dis j'aurais pu tuer un jeune. Et en fait, j'ai remarqué quand j'appelle la police que l'une des questions qu'ils posent absolument, c'est est-ce que c'est un blanc ou est-ce que c'est pas un blanc? Et une fois, il y avait un casseur, en fait, il y avait un casseur qui cassait des vitres de magasins tard, là. Et leur question, c'était est-ce que c'est un blanc? Je ne savais pas quoi dire, parce que moi, pour moi, physiquement, c'est quoi un blanc? J'ai sa teinte de peau, je ne savais pas quoi leur dire, mais là, il fallait absolument que je dise quelque chose. Puis c'était un monsieur qui était visiblement en délire. Et qu'en sachant qu'il tire sur les gens qui ont des problèmes de santé mentale s'ils sont racisés. Donc je lui ai même dit, ok, le monsieur il est malade, là ça se voit, vous n'allez pas le tuer, rassurez-moi, là je vous appelle, mais vous n'allez pas le tuer. Et voilà, donc oui. En fait, j'aimerais bien savoir la thèse aussi que vous avez mentionnée, enfin le mémoire
donc c'est quoi le titre? Le nom de l'auteur, c'est Joanie Caplet-Beauregard. Si tu vas sur Google, mettons, tu fais une recherche avec le nom Joanie Caplet-Beauregard, que tu mets BEI, puis que tu mets 2023, parce que c'est sorti en 2023, je pense que tu devrais tomber dessus. Oui, d'accord. Puis, j'en profite pour dire aussi sur le site de l'ONF, il y a des films gratuits, il y a un film sur la violence policière qui s'appelle Profilage nocturne qui vient d'être mis en ligne. Merci beaucoup. On va déjà prendre la deuxième intervention. Bonjour, Pierre Parent. Moi, je suis membre à la CSN, puis je suis content de voir que des événements comme ça se tiennent ici. Merci à la Ligue des droits et libertés, merci à la CRAP du travail que vous faites avec des ressources qu'on sait qui sont limitées, un travail essentiel. Le travail qu'on fait aujourd'hui, ça nous permet de sensibiliser encore plus de gens. Ça fait un bout que j'ai mon opinion sur la police, mais là, ça me donne encore des munitions pour mobiliser autour de moi puis avoir des discussions là-dessus. Fait que ça, en soi, c'est précieux. Ça me touche aussi de savoir que les familles de victimes de brutalité policière ou qui sont en train de se battre dans des causes comme ça, qui sont ici. Fait que je vous appellerai à donner une bonne main d'applaudissement aux gens qui persistent dans cette lutte-là qui est difficile. Fait que, on a dit à ces gens-là. J'ai l'impression que ça intéresse à quelque part, mais on est du même bord de la clôture. Fait que leur lutte, c'est notre lutte aussi. Puis, je finirais avec une petite question, peut-être une question rhétorique. Je ne sais pas s'il y a une vraie réponse à ça, mais on dirait qu'à travers toutes ces histoires-là, où est-ce qu'il y a des drames humains, il y a quelque chose qui me reste comme question. Puis, je me dis à quel point ça ne doit pas être facile d'être une police, ça doit être exécrable d'être une police. Puis, est-ce qu'on envoie des gens qui sortent du rang, qui sortent de cet esprit de corps-là, qui font dissidence, puis qui viennent parler de c'est quoi? Parce que on voit que c'est un enjeu de travail dans plein de lieux de travail, le harcèlement, puis la culture d'entreprise toxique. Maud a dit que ça doit être spéciale édition dans un service de police. Fait que je suis curieux d'entendre c'est quoi les mécanismes par lesquels ils réussissent à garder le rang comme ça et à continuer d'être aussi détestable. Je vais laisser Alex si tu as des exemples, mais moi ce que je dirais, c'est plutôt que pour les policiers, on ne comprend pas leur travail, puis c'est nous qui sommes dans l'erreur. C'est un peu ça la mentalité, comme il n'y a pas de profilage racial, ça n'existe pas, c'est nous qui ne comprenons pas, c'est une perception erronée, il n'y a pas de violence policière, on ne comprend pas c'est quoi l'usage de la force. Donc c'est beaucoup ce discours-là qu'on entend de la part des policiers, et ça peut expliquer pourquoi c'est comme ça fait partie de la culture policière, puis de cette comme rupture avec la population de la part des policiers. Après, est-ce qu'il y a des exemples? Oui, de policiers qui vont être plus critiques après leur carrière, qui vont comme écourter leur carrière. Ça arrive, mais dans certains cas, ça ne va pas être non plus une critique très radicale de l'institution policière non plus. Ouais, une des choses que je peux dire par rapport au milieu policier, c'est que c'est un milieu quand même assez refermé sur lui-même. D'ailleurs, on voit de plus en plus qu'il y a des policiers qui deviennent policiers de père en fils. Et moi, ce qu'on m'avait aussi informé à une certaine époque, ce qui m'avait frappé, c'est que quand on parle des techniques policières, on sait qu'au Cégep de Maisonneuve, il y a un programme de technique policière et ce qu'on m'avait raconté, c'était que les jeunes, les aspirants policiers, quand ils vont en cafétéria, ils ont leur propre table à eux. Fait que, c'est déjà, avant même, c'est comme d'avoir l'uniforme puis le badge, c'est comme c'est un milieu qui se referme sur lui-même et que, bon, qui fonctionne avec leur propre vérité. Quand ils jouent au hockey, bon, ben, c'est comme c'est contre d'autres policiers, puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, mais oui, il y en a qui finissent par briser les rangs, fort heureusement. À l'interne, c'est plus difficile parce que, bon, des policiers qui dénoncent d'autres policiers, ça arrive, mais pas très souvent, parce qu'il y a quand même aussi une culture de représailles. Hein? C'est le nous contre eux et ainsi de suite. Puis, bon, puis de toute façon, de façon générale, il n'y a personne qui aime les stools dans la vie.
Mais ça fait en sorte que il y a cette protection-là, puis ça fait aussi en sorte que, tu sais, par exemple, OK, le policier qui va être tenté de dénoncer un autre policier, ben, rapidement, il va se faire dire des choses du genre, ben, écoute, tu sais, toi, le jour là, où tu vas avoir besoin d'un backup, tu sais, parce que tu es dans une situation où ta vie est en danger, tu sais, mais tu sais, si tu n'as pas été là pour nous, pourquoi est-ce qu'on serait là pour toi, tu sais, comme sous-entendu, c'est comme ça, on pourrait juste comme ignorer ton appel d'aide, puis tu vas crever, puis ainsi de suite. Donc, tu sais, c'est tout ça, puis, mais oui, il y en a en fait aussi des anciens policiers qui sont plus rares, là, mais tu sais, qui vont carrément aller sur la place publique puis dénoncer les abus policiers. Moi, je pense en particulier, là, c'est un des exemples qui me vient, c'est à l'enquête du coroner sur le décès de Freddy Villanueva. Il y avait un expert en emploi de la force qui venait de la GRC, qui a fait une longue carrière dans la GRC, mais lui, il a critiqué le policier qui a tué Freddy Villanueva. Puis c'est un policier d'expérience qui fait ça, puis qui connaît comment que ça fonctionne, bon, la formation, puis tout ça. Ben, ce policier-là, il a reçu des menaces. Il a reçu une boîte chez eux, puis avec des fils, puis comme, tu sais, ça faisait penser comme, tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça, un mécanisme d'explosion. Moi, c'est un genre de détonateur. Bon, je suis visiblement pas un expert en explosifs, mais tu sais, quand même, c'est comme, tu sais, ils ont passé le message. C'est comme, tu sais, ce que tu as fait, c'est que tu as franchi une ligne rouge. Puis ça, on ne pardonne pas ça. Fait que, tu sais, l'esprit de corps, là, il est très, très fort, malheureusement. C'est un des gros problèmes qu'on a. Tu veux ajouter quelque chose? On va passer aux prochaines interventions. Peut-être commencer par ce parole. Allô? J'ai deux questions. La première, c'est pour revenir à ce fait que les DPCP ne fait pas beaucoup de poursuites suite à des enquêtes. Est-ce que, donc, je ne sais pas s'il y a des juristes spécialistes dans la salle, s'il y a des critères juridiques. C'est quoi ces critères-là juridiques qui expliquent que le DPCP ne porte pas accusation et s'il y a de recours justement pour obliger le DPCP à porter accusation, si ça existe, si ça a déjà été fait, si ça a fonctionné ou pas. Donc ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est pour revenir au concept de suicide by cop, suicide par policier interposé, qui est bon, un concept inventé par des policiers, et le rôle utilisé justement quand c'est revendiqué suite à une enquête publique du coroner, et le rôle dans le fond du coroner dans la protection de la police, comment c'est perçu, comment c'est fait. C'est bon. Okay. Alors, concernant la première question, je peux répondre ceci. C'est que, dans le fond, là, c'est l'article 25 du Code criminel du Canada qui permet, dans certaines circonstances, aux policiers d'employer une force mortelle. Okay? Et donc, là, dans cet article-là, il y a comme différents paragraphes, puis comme il explique différentes situations, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment lorsque le DPCP reçoit un dossier qui doit rendre une décision s'il porte des accusations ou pas, ils vont regarder l'application de l'article 25, ils vont regarder aussi la jurisprudence qui a interprété cet article-là. Donc ça, c'est vraiment la référence. De même que, et ça on l'oublie souvent, c'est qu'il y a l'article suivant, qui est l'article 26, toujours dans le Code criminel canadien, qui dit que le policier qui fait preuve d'une force excessive est responsable criminellement de cet excès de force-là. Mais bon, donc, plus souvent qu'autrement, l'article 25 est interprété de façon à blanchir les policiers. Donc ça, c'est un gros problème qu'on a. Par contre, qu'est-ce qui est possible de faire? Bon, moi, je peux dire que j'ai essayé de quoi à un moment donné, en ce qui concerne l'agent Jean-Loup Lapointe. Ça, c'est le policier qui a tué Freddy Villanueva. Non seulement il a tué Freddy Villanueva, mais en plus de ça, il a tiré sur deux autres jeunes qui n'étaient pas plus armés que Freddy, dont une balle dans le dos qui aurait pu clouer sur un fauteuil roulant pour le restant de ses jours la victime. C'était très, très proche de la colonne vertébrale. Non seulement il a tiré sur trois jeunes qui n'étaient pas armés, mais en plus de ça, il a pointé son gun en direction des autres. Comme, tu sais, je voudrais dire, il aurait aimé ça, avoir une excuse pour en tirer encore plus. C'est un vrai calice de malade mental, ce policier-là.
Et moi, donc, après avoir fait l'enquête publique du coroner qui a duré pas moins de 106 journées d'audience, je suis ressorti de là, puis je me suis dit, dans le fond, là, tu sais, il n'y a pas un seul témoin civil. Puis quand je dis les témoins civils, là, tu sais, on se rappelle ce qui s'est passé, là, juste à côté d'un parc, là, c'était un samedi soir, là, une soirée d'été, il y avait plein de monde, il y avait des familles qui étaient là. Puis dans tous les témoins, là, puis les témoins, je parle c'est pas juste des amis à Freddy Villanova qui sont allés témoigner. Tu avais des vieux monsieur qui étaient sur leur perron aussi, qui ont tout vu. Il n'y a pas un seul témoin qui est venu dire que c'était de la légitime défense de la part du policier. Alors moi, je me suis dit, bon ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, le DPCP, ils ont décidé, avant même la tenue de l'enquête publique, que le policier n'avait rien fait de pas correct. Alors moi, vu que je vivais très mal avec cette impunité policière-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé une plainte criminelle privée devant la Cour du Québec. C'est un recours que la plupart des gens ignorent, parce qu'on le sait, en matière criminelle, quand tu te fais poursuivre, ça va être la reine contre Popovic, ça va être le roi contre Popovic, puis ainsi de suite. Mais Popovic, lui aussi, il peut devenir un poursuivant. C'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai déposé donc ma plainte privée en me basant sur toute la preuve qui avait été entendue à l'enquête publique du coroner. Et au final, après 3 ans et demi d'attendre la décision, on m'avait dit, oh, oui, ça peut prendre un maximum d'1 an. Fait que, bref, le juge, il a fallu que j'y torde un peu le bras. Je suis allé en cour supérieure pour exercer un recours pour qu'il l'oblige à faire sa crise de job. Et il a rendu une décision à la botche, à la va-vite, sûrement en mangeant des chips puis en buvant du Coca-Cola. Et il y avait comme des erreurs dedans. C'était vraiment comme genre juste pour s'en débarrasser. Puis il a dit, ah, de toute façon, l'agent Lapointe est protégé par l'article 25 du code criminel. Fait que donc, j'ai frappé un mur, mais c'est un recours qui existe. Voilà. Sur l'autre partie, sur suicide par policier interposé, suicide by cop, il y a aussi un autre concept là, qui est créé de délire agité, comme quoi la personne est décédée du fait de sa condition physique et non pas, comme déresponsabilise le rôle de l'usage de la force par le policier dans le décès de la personne. Puis dans les deux cas, il y a des rapports de coroner qui reprennent ces termes-là. Donc, il y a comme un travail à faire auprès du bureau du coroner du Québec pour les inciter à cesser d'utiliser ces termes-là comme une des causes et circonstances expliquant une des causes du décès. Puis que c'est des notions qui sont élaborées. Je n'ai pas comme l'historique en tête, là, mais il y a des écrits sur d'où provient Suicide by Cop. Puis il y a des professeurs à l'école de criminologie de l'Université de Montréal là, qui travaillent, qui mettent beaucoup d'efforts pour développer cette notion, alors que ce qu'on constate dans beaucoup de cas, d'enquête publique de coroner que Alexandre a fait, c'est que la personne peut être dans une situation, on va dire une situation de crise, je ne sais jamais c'est quoi la bonne terminologie, mais les policiers interviennent très rapidement, puis c'est eux qui font escalader la situation. Puis après, ils font un usage de la force, puis ils vont reprocher à la victime d'avoir eu des comportements qui justifient, selon eux, l'usage de la force, alors que c'est eux qui escaladent la situation, puis qu'il n'y avait pas de danger imminent non plus dans beaucoup de situations. Fait que c'est aussi à déconstruire, puis peut-être à voir si le bureau du coroner déjà ne peut pas être un relais de ces notions qui viennent déresponsabiliser la police dans ces interventions. Merci Linda, merci Alexandre. La prochaine intervention. J'aimerais juste faire une demande générale de ne pas filmer. J'aimerais juste faire une demande générale de ne pas filmer ou prendre des photos des personnes qui font des interventions. Parce que je voulais en faire une, mais du coup, ça m'a un peu gênée. Vu que, en avant, pas de problème. Vu que... Merci, puis désolée, là peut-être on va parler avec la personne si tu as filmé. Bon, on va pouvoir... Vu que Maisonneuve a été mentionné et que j'étudie à Maisonneuve, je voulais juste dire que je peux attester du fait qu'il y a vraiment cet esprit de gang, cet esprit de... Essentiellement, Maisonneuve, c'est des étudiants très diversifiés, de Montréal surtout, mais les
étudiants qui sont dans la technique policière, c'est souvent des gens de région. C'est pratiquement que des blancs. Il y a peut-être 3 noirs que tu connais par nom, tellement ils sont peu. Récemment, les étudiants se sont organisés contre la répression qu'ils vivaient au niveau de l'administration. Et à titre personnel, les étudiants de technique policière se sont mobilisés contre ces étudiants et en ont même poussé. Donc, ils ne sont pas encore policiers, hein, c'est des étudiants qui viennent d'arriver du secondaire de région à Montréal, puis qui vont aller intervenir à Montréal auprès d'une population qu'ils ne connaissent pas, avec tous leurs préjugés. J'ai des témoignages personnels de jeunes qui font des blagues racistes et qui parlent de à quel point ils ont hâte de devenir policiers pour avoir ce pouvoir et pouvoir faire quelque chose à des Noirs. Bien sûr, c'est pas comme ça, c'est pas le mot qu'ils utilisent, hein, en tout cas. Donc, je voulais juste attester de ça. Je voulais aussi demander, parce que comme plusieurs personnes racisées, plusieurs jeunes, parce que ça nous arrive surtout à nous, surtout aux jeunes garçons racisés, je pense pas qu'il y a cette possibilité d'avoir recours d'avoir des recours légaux. Donc, plusieurs sont victimes de situations qui sont injustes, illégales, etc., mais ils vont jamais en parler. Et ils ont peu confiance au système parce qu'au final, c'est les adultes, c'est la police, c'est les gens qui sont tenus responsables devant la loi qui font des actes illégaux. Voilà. Vous avez mentionné le fait que Ontario ou d'autres endroits au Canada avaient déjà des mécanismes en place et qu'il y a un retard au niveau du Québec. Je voulais savoir, est-ce que la mobilisation civile a pris une part dans ça? Ou si vous avez des exemples de cas dans lesquels la mobilisation de la population civile a perduré assez longtemps pour que ça mène à du changement. Merci. Merci pour cette intervention. Si je comprends bien, la question, c'est vraiment de savoir si dans les autres provinces où il y a des mécanismes d'enquête qui ont précédé le BEI, est-ce que c'est les conséquences de mobilisation populaire? Bon, très bien, j'ai bien compris. Ce que je peux dire, c'est en ce qui concerne l'Ontario, ce qui est arrivé, c'est que dans la fin des années 80, il y a eu plusieurs décès, des interventions, plus particulièrement de la police de Toronto, où des hommes noirs ont perdu la vie. Et il y a même eu un cas d'un jeune âgé de seulement 16 ans qui a été abattu par un policier. Et donc, il y a eu une accumulation de bavures qui a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de colère qui grondait dans la population. Et il y avait, jusqu'à un certain point, une crainte chez les autorités que la colère se transforme en émeute. Et à l'époque, dans les années 80, du côté des États-Unis, il y avait eu plusieurs émeutes dans des grandes villes suivant des bavures policières. Alors, ce risque d'émeute-là était perçu et considéré comme étant réel, que ça pourrait survenir. Et c'est un des facteurs. Et puis, tu sais, on a mentionné Freddy Villanueva, on se rappelle qu'il y a eu une émeute importante à Montréal-Nord le lendemain de son décès. Et à mon bien humble avis, je pense que encore là, la crainte de l'émeute a été un des facteurs déterminants dans la décision de finir par créer le bureau des enquêtes indépendantes. Mais ce qui est ironique en ce qui concerne l'Ontario, je vais revenir là, c'est qu'il a fini par avoir une émeute à Toronto. Puis une émeute assez importante, même l'armurerie a été pillée, puis tout ça. Mais l'émeute est survenue alors que le Special Investigations Unit existait déjà. Et c'était en 93, si ma mémoire est bonne. Et le Special Investigations Unit, ils n'ont vraiment pas perdu de temps pour se discréditer auprès de l'opinion publique, ce qui a fait en sorte que
l'espèce de stratégie des autorités en se disant, tu sais, bon, tu sais, c'est comme on va créer cet organisme-là, tu sais, ça va être la pilule pour dormir, tu sais, qu'on va donner au peuple, tu sais, comme ça, tu sais, bon, ben, ça n'a pas fonctionné, finalement. Alors, c'est ça que je voulais mentionner, là, comme aspect contextuel concernant la création de ces organismes. Bonsoir, je vous félicite pour ce travail. Ma question est, est-ce que vous avez invité la SPVM pour venir assister à ce rassemblement, à ce colloque? Et si non, est-ce qu'il y aurait objection que je leur fasse part À Fadidaga? Non, à Fadidaga? Oui, Tu peux lui en parler? Oui, absolument. Moi, ce que je peux prendre pour acquis, c'est que l'événement, je l'ai annoncé sur mon mur Facebook, puis moi, je prends pour acquis que parmi les gens qui vont sur mon mur Facebook, il y a un certain nombre de policiers. J'ai même reçu une demande d'amitié de la part d'un policier du SPVM. Enfin, je veux dire, il a fini par la retirer, puis j'ai fini par faire une plainte pour harcèlement contre lui, mais je veux dire, c'est pas mon imagination qu'il y a des policiers. Fait que non, je prends pour acquis que le SPVM, la Sûreté du Québec, puis comme toutes les autres qui sont payés pour nous surveiller, nous enquêter, sont très, très, très au courant. Il y a peut-être même un snitch dans la salle, s'il y en a un. Les événements organisés par la Ligue sont toujours publics, donc sont toujours annoncés publiquement sur le site web, les réseaux sociaux, ouverts à tous et toutes. Mais c'est vrai qu'en introduction, on s'est dit, on le demande pour le fun, on ne l'a pas fait. Est-ce qu'il y a des policiers et policières présents dans la salle en ce moment? Oui, levez votre main, les policiers. C'est pas le cas aujourd'hui. Votre numéro de matricule, s'il vous plaît. On espère qu'il y aurait des policiers ou des policières dans la salle, parce qu'éventuellement, si on va parler de solutions, il faut leur parler. Il faut engager un dialogue. OK. Merci pour votre intervention. Moi, là-dessus, ce que je dirais, c'est que il faut se rappeler que les policiers, là, dans la société, oui, ont beaucoup de pouvoir, mais ça reste une toute petite minorité. Alors, comment ça se fait que nous, on est les civils non policiers, qu'on laisse ces policiers-là faire n'importe quoi, s'en tirer n'importe comment tout le temps? Hein? Moi, c'est ça le gros problème que j'ai. Fait avant là, d'aller parler avec Fadi Dagger puis avec n'importe quelle police, là, moi, ce que je veux faire, c'est que, en vue des élections générales qui vont se dérouler au Québec l'an prochain, moi, je veux interpeller tous les partis politiques. Puis le BEI, soit dit en passant, là, le projet de loi 12 qui a créé le BEI a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Fait que donc, Parti québécois, la CAQ, Parti libéral, Québec solidaire, ils ont tous voté en faveur du Bureau des enquêtes indépendantes. Et moi, j'ai envie de les contacter, ces partis-là, pour leur dire qu'est-ce que vous pensez du BEI, de qu'est-ce que c'est devenu. T'sais? Et de leur expliquer qu'est-ce que c'est devenu, puis de leur expliquer à quel point ça ne répond pas aux attentes, puis qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça, par rapport à ce monstre, par rapport à ce Frankenstein que vous allez créer. Vous allez faire quoi par rapport à ça? Il faut qu'ils rendent des comptes, puis c'est à eux que je vais m'adresser avant de parler aux policiers. Chaque chose en son temps. Je vais poursuivre juste en disant que merci pour la suggestion, mais juste préciser que la Ligue des droits et libertés, dans le travail qu'on fait, puis c'est une organisation de défense des droits humains qui existe depuis 1963. On n'est pas en dialogue avec les corps de police, là, c'est pas nos interlocuteurs. Nos interlocuteurs, c'est les gouvernements, c'est les autorités politiques qui ont des obligations en matière de respect des droits humains. Puis l'impunité policière, c'est un enjeu de droits humains, donc c'est les pouvoirs politiques, nos interlocuteurs, puis qu'ils assument les responsabilités envers la police, mais tout en comprenant aussi ces rapports de pouvoir entre les corps de police, le politique, les syndicats policiers, puis que ça forme aussi un tout. Là, on n'est pas non plus dupes en faisant un appel
aux autorités politiques pour qu'ils respectent leurs obligations, comme s'ils n'en avaient pas connaissance. Puis ça va être vraiment par la pression sociale que les gains peuvent être obtenus quand le politique sent que la pression est trop forte, puis qu'il va falloir poser une action. Donc, c'est beaucoup plus notre façon de concevoir les enjeux. Puis, on ne pense pas que les solutions proviennent des corps de police. On ne pense pas que la formation, ça soit une solution. On est plus critique, puis on va développer davantage de matériel aussi à cet égard-là. Dans les prochains mois, les fausses solutions, les caméras corporelles, la formation, comme si c'était un problème de formation qui individualise alors que c'est un problème systémique qu'on parle des violences policières. Engager plus de personnes issues de la diversité, des personnes racisées, c'est pas non plus une solution. Donc on n'est pas contre, mais c'est pas une solution assez problématique systémique. Je vois une autre intervention ici. On risque de prendre peut-être 2 dernières interventions. I don't know if you'll be able to hear me. Does it sound okay? If necessary, I'll ask one of you to translate. I apologize, my French is not that good. I don't want to waste people's time. I'm the father of one of the police victims. He was killed. Monsieur, I heard you, my heart bled. But don't be surprised. This is amongst developed countries. This country of Canada is second in the world amongst developed countries with police killing civilians, following US, which is clear number 1. So don't be surprised. They'll kill you. Yeah, I already got a death threat. And our population is only 60% of UK. UK is 1.7 times more people living in that country. Our police kills 12 times more every year compared to them. So, and these people are really, really proud in police community to call themselves Brotherhood. That is the name for a well-known international criminal organization. And they are proud to call themselves Brotherhood. But this is what you're dealing with. One thing I want to add to, thank you both Krap and Ligue de Droit et Liberté. One thing that you neglected to mention, my son, his hands were tied. He was lying on his face down. That's when beating started and continued until after he was killed. They continued until one of them saying, hey, he died. Stop beating him. His hands are tied. But this is normal. This is Quebec. We do that. What's your problem? Our police does that with impunity. So shut up and go away. If your health is not there, if your mental capacity is not diminished after that event, and if you don't have enough funds to pursue, there is no chance you're going to do anything. BEI is not to be seen separate from DPCP and police. They are one and the same. They are all serving their masters. Who is the master? We need to go after them. We can't fight the tools. You take that tool away from them, they'll introduce another one. Who is this doing this? Our politicians. It doesn't matter which party. PQ tried their best, but their idea was hijacked quickly. BI turned into police vehicle again. So they are acting in the interest of the politicians, not in the interest of people.
We saw that in COVID case, didn't we? We know what they did in Ontario. We know how many people lost their jobs. They took their bank accounts, etc. Who are these people? Who are doing this? It's the members of parliament doing this. And they are serving the members of parliament. They are not serving the people. If I may ask, if I may say something, is I helped the PQ with their election at Terrebonne, and I got a chance to speak to Paul Saint-Pierre Plamondon, and I talked to him about this. And his answer to me was, yeah, I'm hearing it, but my electors are more on the side to enforce it even more. And with the CAQ, I did make mention of that, and I got a phone call getting a false accusation towards me. And because I'm a manager, so I have my checks and balances, and I have proof that they were lying, the CAQ is just as bad, so. So we have to hold politicians accountable. I'll just come to that. Look what happened. We took BEI to court. Quebec Superior Court took a decision and fined them and convicted them to pay us for damages. What was that? Because the court decision said BEI is neither transparent nor independent. But we're still talking about that as if they are. No, those are just claims. They're not reality. By court decisions. Okay. So, what happened after those? What did the politicians do after that? This organization is accused of being neither transparent nor independent. This is a court decision. What happened after that? Anything changed? No, they doubled down. Monsieur Popovic is sitting atop a civil rights organization. He is the one who helped our family file a case in Police Ethics Committee. So I'm coming to, so what's going to happen now after these court decisions? They double down. Now, that is taken away from them. If you lose your child and you only have few weeks to file a case, are you thinking, do you know this process? No. So, no, now they shut that door. So, who is doing all this? Who is doing all this? Police? No. Police is a tool. DPCP? No. Who is doing it? It's the politicians doing it. We need to go after. We went after the first win against BEI. Court said these guys are neither independent nor transparent. So we wrote to justice ministers saying, what are you going to do about it? Reopen the case, because it's false. What they've done is false investigation. He said, oh, it's going to Court of Appeal. Let's wait. That's what they said. The Justice Minister said. He said, okay. They took the case to Court of Appeal. Court of Appeal wasn't supposed to listen to this case. First time, they went against their own regulations and they said, no, we're gonna listen to these guys. They weren't supposed to hear that. They heard it, and they also decided identical things, neither transparent nor independent. We went back to the same Justice Minister, Jolin Barrett, Simon Jolin Barrett. I called him, the nickname I gave him, he may not like it. If he tells me I'm going to change it, I call him Pipsqueak. This Pipsqueak, what did he do?
He said, no, we're not going to change anything. The guy is sitting atop the Justice Ministry court. Who is reporting to Justice Ministry is saying this, and he says, I don't care about court decision. The Justice Minister doesn't care about court. This is the country we're living in. I'm ashamed to be a Quebecois. I think we all are ashamed, that's why we're here. We need to go after the politicians. These tools, did we have BEI before? No. Anything changed? No. So it's not the issue of BEI or DPCP or police. It's not that. Those are tools. If there is a determined government atop and say, this needs to stop now, it's going to stop. Look what President Kennedy did in US against all these states about the racial discrimination. It came from the top. It wasn't going to come from the police force. So that's where we are. We need to take our aim, our crosshair cannot be against BEI. We're not going to change anything. Crosshair should be Minister of Justice. We need to tell them, hey, how come you're not listening to the court decision? How come you're still sitting in that minister chair? We need to go after the premier of the province. Are you ashamed of yourselves? And you call yourself democratic country? We're not democratic country. Thank you for listening. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez la revue Le Cercle des représentants de la défense des policiers? Ouais, malheureusement. Oui, en fait c'est ironique parce que c'est une enveloppe qui n'arrête pas de venir à mon bureau toute cette semaine. Je n'arrête pas de la sortir que c'est erroné. Aujourd'hui, elle est encore revenue, je l'ai ouvert aujourd'hui. Parce que je travaille proche du bureau d'aide aux policiers. Et en fait, je vais vous la remettre après parce que ça va être intéressant. Les deux premiers articles défendent un peu l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Ouais, vous pouvez leur donner mon adresse aussi, comme ça je vais le recevoir gratuitement. Non, c'est une farce. Merci César et June d'être venus ce soir et d'avoir fait l'intervention que vous avez faite. Puis vous avez raison que ça prend comme une mobilisation concertée, efficace aussi, et plus large pour aller vers ceux et celles qui ont le pouvoir puis qui sont responsables de ce système d'impunité. Puis ça va être les 10 ans du BEI, de l'entrée en opération du BEI en juin 2026. Donc c'est un timing de mobilisation important, donc il faut investir à partir de l'hiver, le printemps, pour occuper l'espace dans la perspective des élections, comme Alex avait dit, en octobre prochain, là, puis d'être vraiment actif. Donc peut-être qu'on pourrait voir en faire une rencontre de mobilisation entre organisations et militantes intéressés, puis on verra là, donc pour s'organiser efficacement. Je pense que Jacinthe avait annoncé la fin. Vu l'heure avancée, je pense qu'on va garder le dernier commentaire en fait de la famille comme étant le point culminant de la soirée, mais je invite les personnes à rester et à poser des questions évidemment aux panélistes. Donc merci énormément pour votre présence, pour cet espace d'échange, d'apprentissage collectif qui est une étape vers autre chose, on le souhaite. Donc, restez connectés au réseau puis aux annonces de la CRAP et de la Ligue pour les différentes actions qui vont continuer à se poursuivre. Puis merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous.